Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue dans First Pitch Play Ball. On va parler baseball ce soir, il est 20h46 et voilà, boum, pile poil. Au moment où je vais parler de lui, il arrive, notre invité exceptionnel en direct de Louisiane, c'est Johan Antonac, lanceur français. Qui évolue aux États-Unis. Johan, merci d'avoir répondu présent. Alors, on s'excuse déjà un petit peu par avance par rapport à la connexion de Johan, mais on espère que ça devrait tenir le coup pendant tout le live. Johan, est-ce que tu nous entends et est-ce que tu vas bien? Je peux vous dire déjà que Johan va bien parce qu'on s'est parlé un petit peu avant quand même. Johan va bien. Et en attendant, j'ai mes deux acolytes pas de fortune, non, c'est pas ça le mot. Mes deux acolytes habituels, Jérémy et Nico, comment ça va les gars? Là, j'entends quelques mots. Tu entends quelques mots, Johan? Eh ben, si tu entends les mots principaux pour te demander comment tu vas, c'est parfait. Non. Ouais, salut Nico, salut Charles. Salut Charles. Merci, Jérémy. Bon, vous allez bien les deux? Oui, Bon, super. En plus, Nico, il avait sorti la casquette qu'il fallait. Bah ouais, putain. J'hésitais à mettre le maillot des Cubs, mais mettre, tu vois. ouais, Non, quand mets-le. Il le sortira tout à l'heure pour Je son peux, coup si de tu veux, gueule. je veux Pour son dire. coup de gueule. Pour son coup de gueule. Bonsoir à tout le monde, tous ceux qui seront sur le chat ce soir. On a déjà Titi, on a déjà Delmas qui sont là, fidèles au poste. N'hésitez pas à poser vos questions directement à Johan si d'aventure on arrive à obtenir une connexion assez stable avec lui. N'hésitez pas à lui poser quelques petites questions, ce sera toujours sympa de pouvoir lui poser en live. Au menu de ce soir, parce qu'on a quand même un menu, on va parler du retour de Ronald Acuna Jr. et d'un retour qui fait du bien aux Braves et un retour que tout le monde attendait et on est super content de le revoir sur un terrain de baseball. On parlera des Phillies. C'est un peu le thème, le fil rouge de cette soirée, les Phillies qui traversent une période un peu moins bonne après le sweep des Rockies. Ça va un peu moins bien, ça enchaîne défaite sur défaite sur défaite encore hier soir face aux Mets. On parlera bien entendu, alors si Johan arrive à rester, on parlera un petit peu avec Johan de son expérience chez les Phillies, de son expérience aux États-Unis, un petit peu de son actualité. Et puis, comme tous les lundis, en fin d'émission, on aura Jérémy qui nous parlera des actualités de MLB The Show 22. Et vous aurez bien entendu le top 5 MLB de ce 5. dimanche. Qui en plus était d'un niveau quand même. Ouais. Celui-ci, il était quand même plutôt bon. On vous passera tout ça tout à l'heure. Le top 5 de Jérémy sur MLB The Show. Ouais, enfin, si c'est pour voir les Red Sox, ça va quoi. Ouais, non, c'est bon. Ça donnera une occasion. Il joue très bien dans le MLB The Show avec moi. Ceci dit, ça fera une occasion de voir les Red Sox dans un top 5. Sans plus attendre, on va parler de Ronald Acuna Jr. qui est revenu après 9 mois, Nico, après 9 mois d'absence et les Braves retrouvent un joueur qui va leur faire du bien cette saison. On l'attend comme un potentiel MVP, on l'attend comme un All-Star, on l'attend comme celui qui doit porter la franchise avec le départ de Freddie Freeman. La petite vidéo qui avait été sympa à l'époque, ça avait été ça. Ça avait été... Alors, ouais, c'est mieux si on remplace ça. C'était l'ovation qu'il avait reçue pour son retour, ce que vous voyez à l'écran, pour son retour face aux Cubs. Voilà. Face aux Cubs, il y a une superbe action des Cubs. Oh là 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 là, c'était magnifique. Non, mais... blague à part, bien entendu, là-dessus, ça fait un bien fou à cette équipe. Il a des stats qui sont déjà plutôt bonnes pour quelqu'un qui n'avait pas joué depuis 9 mois. Oui. Tu m'attends moi? Oui, c'est à toi que je pose la question. Non, c'est à toi que je pose la question. Du coup, Yoann m'a envoyé un message en même temps, donc c'est pour ça. Ouais, non, franchement, c'est un super retour. Déjà, l'année dernière, il était sur des bases, franchement, il aurait pu être dans la discussion largement d'être MVP. Donc,
c'est un retour qui va faire du bien aux Braves. Bon, depuis son retour, c'est un bilan un peu mitigé parce que c'est victoire, 5 défaites. Mais après, lui, sur un plan personnel, franchement, en 9 matchs, c'est 3 points produits. Oui, 3 points marqués, 10 coups sûrs, 2 home runs, donc 4 bases volées, c'est déjà pas mal. Une moyenne à la batte de 27,8% et un pourcentage de présence sur base de 36,6%. Donc c'est un retour quand même en espace de 9 matchs qui montre qu'il n'a rien perdu. Les Braves avaient pris leur temps pour le faire revenir parce que il avait commencé un petit peu à s'entraîner à la batte pendant le spring training, mais les Braves ont préféré attendre et je pense qu'ils ont eu raison. On sait c'est un petit peu leur joueur vedette maintenant. Avec le départ de Freeman, c'est la star. De toute façon, c'était déjà la star à la base, mais encore plus maintenant. Et du coup, ils n'ont pas voulu prendre de risques et je pense que c'est bien parce que là, tu vois, il arrive en pleine forme, il performe, il va peut-être permettre aux Braves de remonter un petit peu aussi au classement, enfin au nombre de victoires et tout. Donc c'est un super retour qu'il fait pour l'instant. Ça a l'air d'être en forme physiquement. Donc en plus, il a la chance du coup d'avoir le frappeur désigné en National League maintenant. Donc du coup, ça c'est bien aussi pour le faire remettre un petit peu dans le bain. Et donc pour l'instant, ça lui réussit plutôt bien ce retour. Jérémy, ton ressenti sur Acuna et son retour. Est-ce qu'il y a, bien sûr, il y a Delmas nous dit il a eu du rythme en AAA. Effectivement, comme l'a dit Nico, ils ont vraiment bien pris leur temps. Ils ont eu raison parce que quand tu après 9 mois de blessure, surtout ce type de blessure, je pense pas dire de bêtises, mais il me semble que c'est une rupture des ligaments. Ouais, je ne crois, je crois. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est toujours ultra compliqué de revenir d'un seul coup. Est-ce qu'il va retrouver, parce que c'est toujours la question qu'on a, est-ce qu'il peut et est-ce qu'il va retrouver son niveau d'avant? Une grosse blessure, les ligaments croisés pour lui et surtout pour un batteur comme lui avec une grosse puissance de frappe, c'est compliqué, sachant qu'il y a eu en plus la grève, donc aucun droit d'avoir un staff de l'équipe médical, quoi que ce soit. Donc je pense qu'il a dû être bien briefé déjà avant la grève pour les exercices de rééducation. Après, vu les vidéos Instagram qui postait sur sa rééduque et sur sa frappe, on faisait pas de soucis pour lui. Et après, il est monté crescendo en fait de la AAA où le niveau quand même est assez soutenu, est assez élevé. Ils arrivent vraiment à bien le maintenir en forme. Ils ont jugé que il y a 9 matchs, il serait prêt physiquement et mentalement pour repartir sur la Big League. Donc du coup, moi c'est un joueur que j'apprécie beaucoup parce que il est jeune, il a du style, c'est un slugger vraiment qui a une hype incroyable pour les Braves. Donc du coup, je pense que il va retrouver son niveau. On le voit rien qu'aux statistiques déjà, il arrive à se hisser à la 4e place de l'équipe dans le hitting, avec déjà une présence sur base de 36% et un slug de 0,5. Donc pour quelqu'un qui arrive de blessure et qui commence, il a des très bonnes stats. Voilà sur son batting. Ouais, si on va sur les stats avancées, quand tu regardes sa WOBA ou le BABIP, c'est encore très bon. On n'est pas sur de l'excellence, c'est déjà très très bon. Tu te dis, alors, l'échantillon est petit encore, il a encore de la marge de progression, mais c'est déjà, je reviens de 9 mois de blessure et tout de suite, en plus, il joue dans l'équipe qui a une cible dans le dos, qui va avoir la cible dans le dos toute la saison, en mode c'est eux qu'on doit battre. C'est vrai que c'est vraiment super bien. Toute petite pause puisque il est de retour. Ça marche. C'est bon. Il est là. Il est là. C'était le téléphone, il était pourri. C'est l'iPhone 7. C'est pour ça que bah ouais, mais non, on plaisante. Alors, on était en train de parler de Ronald Acuna Jr. qui revient et qui revient bien. Il a déjà disputé 9 matchs et il a déjà des stats déjà très très bonnes pour un joueur qui était absent pendant 9 mois. Est-ce que toi, au sein de la MLB,
Est-ce que il y a un frappeur euh, que tu trouves vraiment, vraiment incroyable et auquel tu aimerais te mesurer? Ok, j'aimerais me mesurer. Ouais. Bon, si c'est pour prendre une maxi bombe, ce serait un peu relou. Mais Oui, mais pour lui mettre tu vois, pour lui mettre une belle slider où il part vraiment la chasser et Une limite il change-up. tombe, tu vois. bah, j'ai déjà mis un strikeout à un joueur de MLB et c'est un sentiment assez bizarre. Et tu dis, ah ouais, je suis chaud, mais après, en même temps, après, tu dis, ouais, j'aurais pu prendre une bombe aussi. Mais frappeur très très costaud. J'ai vu Bryce Harper sur les terrains, les petits terrains du complexe, là, en train d'affronter des lanceurs de minor league, mes coéquipiers. Et tu pouvais vraiment voir la différence entre un joueur de MLB et un lanceur de minor league. Et pourtant, c'était des bons coéquipiers, vraiment. Mais moi, je disais, ils sont chauds quand même. Il n'y avait rien à voir. Tu avais l'impression que Bryce Harper, à chaque fois qu'il voyait une droite, c'était un melon, une énorme pastèque, et que c'était trop facile pour lui, et qu'à chaque fois, la balle elle atterrissait 40 mètres derrière comment on dit ça là La clôture. Ouais, la clôture. Et ça, là, tu dis, bon, c'est peut-être pour ça que ce mec a autant d'argent. Aussi, c'est vrai. Mais on se faisait la semaine dernière, on avait fait un petit sujet sur les rookies qui avaient débuté et le gap qu'il y avait effectivement entre la AA, la AAA et la MLB, où on avait un Kelenic, où on avait des Julio Rodriguez, des Torkelson qui avaient du mal à arriver, enfin avaient du mal. Ils arrivaient dans la grande ligue et puis là, ils se mesuraient effectivement, comme tu le dis, à un niveau qui semble mais abyssal entre les deux, alors que on pourrait se dire, bon, la Triple A, normalement, on est quand même juste en dessous, on est censé, il y a plein de joueurs qui font l'aller et le retour. Tu te dis que potentiellement, il peut y avoir quelque chose d'intéressant. Et au final, ils prennent strikeout sur strikeout, ils n'arrivent pas à frapper la balle, ou alors quand ils la frappent, c'est une balle roulante et ils se font sortir, et donc du coup, ils apportent pas grand-chose. Mais ce que tu nous dis sur Bryce Harper, en plus, oui, forcément, tu tapes déjà dans le MVP, donc forcément, c'est plutôt intéressant, effectivement. Bon, non, je réserve les questions pour plus tard parce que sinon, je vais partir sur toutes les questions parce que ça commence à Mais après, venir. le truc, c'est que, après, je sais pas si c'est les gens qui pensent ça, mais entre la AA et la AAA, il n'y a pas tellement d'écart en vrai. En vrai, il y a pas mal de joueurs qui disent, en vrai, si tu as joué en AA, tu as quasiment joué en Major League. C'est juste qu'il n'y a pas les grandes lumières, tu vois. Et c'est pas les. Mais il y a quand même un écart, mais la différence, c'est que les joueurs en AA, ce sont généralement des joueurs plus jeunes, mais qui arrivent à ce niveau-là, ils vont bientôt arriver. Les joueurs en AAA, certains d'entre eux ont déjà une expérience en Major League, ils ont fait quelques piges là-bas, mais ils ne sont pas vraiment confirmés, entre guillemets, ou parfois c'est juste des backups, c'est juste... par exemple, les Phillies, je me rappelle, ma dernière année, c'était l'an dernier, c'était 2021. Notre équipe de AAA, il y avait quasiment que des lanceurs qui avaient joué déjà en Major League. Donc en vrai, c'est quasiment Major League, mais juste ils sont pas assez en forme pour qu'ils les appellent tout le temps au plus haut niveau. Du coup, ils les gardent ici. Et en plus, étant donné qu'ils ont déjà joué en Major League, ils ont déjà un bon salaire. Du coup, c'est pas comme s'ils étaient à la dèche comme la plupart des joueurs en Minor League. Ouais. Mais entre AA et AAA, c'est pas tellement le plus gros saut. Je dirais c'est plus A+. Et là, j'ai vraiment vu des joueurs qui étaient chauds. Et d'un coup, ça fait c'est compliqué. Ouais. Après, je suis jamais arrivé en AA, malheureusement. J'espère plus tard. Mais AA, c'est pour ça que quand j'étais plus jeune, j'avais tellement de respect pour Andy Paz. C'est que déjà, en étant français, tu es déjà arrivé en AA. C'est énorme. Je pense que les gens en France, ils ne réalisent pas à quel point c'est fou. Non, je pense que c'est assez obscur pour la plupart des gens, mis à part ceux qui effectivement suivent le baseball au quotidien, etc. Où là, ça parle davantage. Mais pour la personne qui commence à s'y intéresser, et il y en a de plus en plus, il y a la compréhension du système Major League et puis après les différents niveaux.
jouer à MLB de show aide un petit peu. Jérémy pourra en dire. Exactement. Ça- Mais ça- avec ça, t'apprends tout. ça hein. aide- Ouais, ça t'apprends aide tout le énormément. baseball avec ça, pratiquement. Et Ça aide encore, ils sont énormément. niveau. Hein. Et encore, ouais, ils ont mis que double A, triple A parce que c'est entre Ouais. guillemets, Oui. c'est les plus intéressants. Quoi. Mm. Et c'est Oui, bah oui. pas de dire, ouais, ce soir, je rentre chez moi, je vais me faire une partie de simple A, c'est incroyable. Mais non, C'est ça. Ah, j'ai trop hâte. J'ai trop C'est la hâte folie. d'avoir claqué 70 balles pour jouer en low A. Parfait. Parfait. pas ouf. Hein. Voilà. Voilà, alors sur Acuna, je ne sais pas, est-ce que les gars, vous avez d'autres choses à rajouter sur lui Il va faire du bien aux Braves, hein, tout simplement. hein. Globalement, il va faire du bien en Braves, bien entendu. Ils ont perdu Freeman, donc Ouais, je pense que carrément. d'avoir Acuna, forcément, ça aide quand même. Je pense qu'il Ça va aide quand crucifier même. les Red Sox là, demain, après-demain, sur le lendemain. Ça, c'est l'équipe à Johan. Alors, s'il veut en parler, Les Braves, j'ai grandi très très grand fan des Braves et des Phillies aussi. Mais j'étais fan des Phillies parce que dans mon quartier à Montpellier, mon meilleur ami, son père venait de Philadelphie, a grandi à Philadelphie et c'était Ok. un Américain, il était à fond sur le hockey en hiver, il nous parlait que de hockey. En été, c'était le baseball. Et on était les seuls petits Français, surtout à Montpellier, qui, au lieu de jouer au foot devant chez nous, on jouait avec des petites balles en plastique et un manche à balai. Et Le c'était stick. drôle. Vraiment, c'était la meilleure partie de mon enfance. Et je me rappelle, à chaque fois qu'il partait en vacances pour aller voir sa grand-mère à Philadelphie, il revenait avec des cartes. Et on avait toujours des cartes des Phillies, tout ça. Et c'est pour ça que je regardais les Phillies. De base, quand j'étais petit, avant que mon pote vraiment il mette à regarder les Phillies, je les détestais. Et après, voilà, après, de fil en aiguille, il finit par jouer pour eux. Et voilà. Mais bon, c'était drôle. Mais les Braves, par contre, en premier direct, tout le temps. Bah, je pouvais pas dire ça avec les Phillies, par contre, j'aurais été dans les ennuis, mais bon. C'est pas pour autant que je serais fan des Yankees, Charles, hein, t'inquiète. Hein, c'est pas... Allez, voilà. Stop, on arrête. Voilà. On arrête Merci, la discussion. Incroyable. En plus, le complexe des Yankees, il est à 20 minutes de celui des Phillies. Du coup, il y a des semaines où on jouait que contre eux tout le temps. Et je crois que certains de mes coéquipiers ont joué contre Chapman pas mal de fois parce qu'il était blessé. Et t'as 18 ans, t'as 19 ans, t'es tranquille. Tu dis, je vais me taper un match normal. Et là, tu vois Chapman qui arrive sur mon petit cul. Tu dis, ça peut être un bon match. Bon, bah, c'est fini. Merci. J'aurais mieux fait de rester couché ce matin. Ouais. si on va une patate, lui, laisse tomber. Tu m'étonnes. Et en plus, ce jour-là, j'en sais pas trop fort. 97, 98. Et bon. Ouais. Je voyais, tu vois, tu parles de la vitesse, je voyais Gerrit Cole hier qui était capable de te lancer un truc à 79 et puis le coup d'après à lancer à 100 miles et là-dessus. 100 miles, ouais, 160, oui, bien sûr, ouais, ça doit chatouiller le poignet quand tu la frappes celle-là. Ça doit légèrement chatouiller le poignet. C'est clair. C'est clair. Deuxième sujet, on va parler des Phillies du coup. Quand même. On va parler des Phillies. Ouais, Jérémy, les Phillies qui du coup avaient bien enchaîné face aux Rockies, ils les avaient sweepés. Et puis là, depuis, je crois que c'est 2 victoires en 8 matchs. C'est pas évident du tout pour les Phillies en ce moment. Après, c'est normal, ils se prennent quand même les équipes qui sont en forme. Là, on a les Mets quand même qui sont les premiers à arriver à 20 victoires. Faut le souligner. Qui font un début de saison. Moi, je l'avais annoncé, qui sont quand même pas mal. Par contre, après, voilà, au niveau des Phillies, ce qu'on peut retenir, c'est que au niveau de la frappe, là, ils ont du mal à se lancer au début. Bryce Harper, Alec Bohm, Kyle Schwarber, pareil. Voilà, c'est des joueurs qui, ils confirment quand même leur statut, mais ça aurait pu être mieux. C'est une saison en demi-teinte, voilà, un début de saison en demi-teinte. Voilà ce que je pourrais dire sur les Phillies. Voilà, je pense que Johan a un avis plus aiguisé, plus averti que moi. Je sais pas ce que ça donne après au niveau des lanceurs. Je suis pas assez. Les lanceurs, les Phillies ont beaucoup d'argent, en vrai.
Le truc que j'ai jamais compris avec les Phillies, c'est qu'avec une vue de l'intérieur, c'est qu'ils ont beaucoup d'argent et qu'ils aiment plus acheter des joueurs que les former. C'est une façon de voir la chose. Ils peuvent le faire. Je pense le club des Phillies, il vaut 5 milliards. Du coup, en termes d'argent, ça va. Ils sont pas la dèche. Mais après, le problème, c'est je sais pas si c'est l'équipe, s'ils ont pas une. Je pense que les joueurs entre eux, soit ils veulent pas jouer ensemble, soit juste ils sont pas d'accord avec le coach. Ou soit après en Major League c'est différent, c'est pas comme en France où on joue parce qu'on aime le sport. Quand tu es en Major League, tu joues parce que premièrement tu es payé des millions pour le faire. Deuxièmement, tu es une star et troisièmement, c'est pas vraiment pour le plaisir qu'ils jouent au baseball, on va dire. Et après, je pense que les fans à Philadelphie aussi, je pense que c'est l'une des pires villes pour jouer au sport, hein. Avec Boston, Boston et New York, à chaque fois qu'ils tombent dessus, par contre, ils vont faire des trucs de ouf. J'ai eu un coach qui a joué pour les Phillies et qui a gagné leur première World Series, je crois que c'était en 1980, si je ne me trompe pas, quelque chose comme ça. Et il me racontait des histoires que je ne peux pas raconter ici parce que c'est un peu trop explicite, mais les fans faisaient des trucs incroyables. Vraiment des trucs, je me disais, c'est vraiment irrespectueux à un point que même pas, j'aurais même pas à le faire. Et je pense que même ça, en tant que joueur, même si tu es concentré sur le match, c'est compliqué. Et après, les Phillies, ils ont tellement d'argent qu'ils dépensent, ils lancent de l'argent par les fenêtres. Et là, ils ont vraiment conçu une équipe que pour frapper. Si tu regardes le line-up, en vrai, il n'y a que des joueurs ils ont un line-up, il est incroyable. Par contre, les outfielders, par contre, en termes de défense, on a peut-être, sur le papier, ils ont l'une des défenses les plus éclatées de la Major League. C'est ça le problème. Et j'ai vu beaucoup d'articles qui disaient que les Phillies sont en train de faire que le baseball devient un peu bizarre. Parce qu'en gros, ils sont sur une tactique que attaque. Après, ce qui arrive. Le baseball, ça n'a jamais marché comme ça. Ah ouais, non. Et après, une fois que tu es en défense, il faut essayer de ne pas prendre 2 points parce que sinon, ça sert à quoi de. Le meilleur exemple, le dernier match, vous avez je sais pas combien de points d'avance là dernièrement. Ouais, c'est pas mal. Ouais. Et en dernièrement, éclaté. 7-1. Et c'est à ce Et moment-là 8-7. que je me suis dit que peut-être que les journalistes avaient raison, qu'ils ont fait qu'un line-up, mais après ça, ils n'ont pas vraiment réfléchi à avoir une défense bien solide. Et les lanceurs, je pense qu'ils ont quand même des bons lanceurs. Après Sur le papier, oui. Aaron Nola et tout ça, c'est pas non plus. Nola, après, je sais pas ce que pensent les Français. Lui, imaginons que soit. Je parle comme un Français qui n'est pas trop dans le baseball et qui regarde Nola et va se dire ce mec, il lance pas tellement fort. Parce que tu veux voir vraiment plus fort en Major League. Il lance peut-être 92, 94. Et par contre, je l'ai vu en vrai. Je crois la balle elle ne va jamais droit. Tout ce qu'il lance bouge de droite à gauche. C'est incroyable. L'enfer. C'est l'enfer, ouais, vraiment. J'ai même l'impression que moi, si j'y allais, que j'essaie de swinguer, il y a moyen que la balle soit au milieu, que j'essaie de la swinguer, qui m'arrive dans le genou. C'est pour dire à quel point la balle bouge vraiment, vraiment beaucoup. Et après, les gens sont super exigeants avec lui aussi. Il a été l'un des meilleurs lanceurs. Il a été dans le top des lanceurs pendant quelques années déjà. Du coup, les gens sont exigeants avec lui. Mais après, même dans le bullpen, ça a toujours été le gros problème. Après, c'est peut-être pas la bonne stratégie d'acheter que des joueurs. Peut-être qu'ils devraient former un peu plus. Parce que c'est vrai que si tu regardes dans le bullpen des Phillies, il n'y a pas tellement de joueurs qui ont été formés par les Phillies. Et je crois qu'il n'y en a peut-être aucun. Il y en a un que je sais pour sûr, c'est Sarantoni Dominguez. D'ailleurs, j'étais en rehab avec lui. C'est vraiment un mec incroyable. Voilà. Autant le dire, parce que beaucoup de personnes pensent que les Major Leaguers sont un peu des gars qui se la pètent un peu. Ce mec est vraiment cool. Tu peux le croiser à Super U et après, il est en train de lancer un match sur Major League 98. Tu vois comment leur saison du coup cette année? Est-ce que tu penses que ça va le faire quand même? Est-ce que la post-season est envisageable ou est-ce que ça va être une saison blanche? Une nouvelle saison blanche du coup.
J'espère pour eux parce que là, vraiment, vraiment, les fans à Philadelphie, là, ils vont péter un câble. Hein. S'ils n'y arrivent pas, ils vont vraiment pas être contents. Ça fait des années qu'ils sont à 2 doigts. Et c'est toujours dans une situation bizarre dans les 10 derniers matchs. Ils sont là, oui, ils vont peut-être passer. Si cette équipe perd, en gros, ils sont jamais sûrs de le faire s'ils ont une bonne saison. C'est toujours, peut-être ils ont un petit trou pour s'aufiler en post-season parce que je sais pas quoi. Mais avec une équipe pareille, en vrai, il faudrait ils empilent les wins et qu'ils arrivent à passer, quoi. Mais après, c'est peut-être pour ça que les fans sont très, très énervés, c'est qu'ils n'arrivent jamais à confirmer leur statut, parce que sur le papier, ils ont une équipe, elle est incroyable. Mais, sur le terrain, ça n'a pas cliqué encore. Bah, c'est vrai que quand tu fais venir Bryce Harper, normalement, tu te dotes d'un frappeur. Ça, c'est une certitude. Et t'affiches tes ambitions aussi. Maintenant, bon, c'est vrai qu'après, à Philadelphie, c'est vrai que ces dernières années, ils sont pas gâtés, quel que soit le sport. Hein, Nico? Non, les Sixers, ça va. Les Sixers, ça va. Allez, je plaisante. Et là, la petite info en live. Pas de no-hitter pour Cortés puisqu'il a concédé un coup sûr dans la 7e manche. Dommage pour Nelson Cortés. Nico, tu as la casquette. Ouais. Ton ressenti sur... Moi, les Phillies, ça me fait un peu penser aux Angels, c'est-à-dire que aux Angels, tu as Mike Trout, tu te dis, voilà, c'est une équipe quand même qui doit chaque année construire autour de lui pour essayer de jouer post-season, et puis chaque année, ça se vautre au bout d'un moment. Pour cette année, pour l'instant, c'est bien parti, mais on verra. Et les Phillies, c'est un peu pareil, quoi. C'est qu'ils ont un line-up de ouf. Schwarber, Harper, Castellanos qui arrivait cet été. Enfin, voilà, tu dis quand même qu'il y a de quoi assurer offensivement, et même offensivement, hein, franchement, on voit le match d'hier, ils perdent 6-1, il n'y a que 6 coups sûrs. Voilà, donc c'est un peu faiblard, quoi. Après, moi, j'ai l'impression qu'il y a un petit problème mental aussi. Alors, c'est peut-être dû au fait, comme le dit Johan, avec la pression des fans et tout. On l'a vu avec Alec Baum en début de saison, qui a lâché un petit je déteste cet endroit. Bon, il ne le pense pas, mais bon, c'est sorti comme ça. Je pense que il avait reçu de la pression de certains fans et tout, et c'est peut-être pas non plus super sain pour les joueurs, et ils ont peut-être pas envie de se donner à fond non plus. Cette saison, elle est un peu compliquée, je trouve. Après, moi, c'est une équipe qui, en début de saison, je les voyais jouer des post-season. Peut-être pas finir premier de division parce qu'il y a les Mets, mais ouais, qui pouvaient clairement jouer leur chance, quoi. Puis au final, ils n'y arrivent pas au niveau des lanceurs. Bon, c'est pas extraordinaire. En plus, là, ils ont Wheeler et Eflin qui sont blessés, qui ne seront pas là pour les 10 prochains jours. Donc c'est encore un problème en plus. C'est 2 partants en plus qui sont sur la touche. Donc là, il va falloir trouver des solutions. Ça va être compliqué. J'ai pas vu qui c'est qu'ils affrontaient. Je crois que c'est Seattle. Je crois qu'ils jouent Seattle. Oui, Seattle. Donc va falloir faire aussi un test. Même si Seattle cette année c'est pas extraordinaire, mais en ce moment ça va. Donc ça va être un test aussi, mais ouais, j'ai l'impression qu'il y a un petit problème mental dans cette équipe-là. Bon, on le voit avec la remontada. Et même hier, ils menaient 3-0, ça revient à 3-2. Sur le premier match là, du double leader, ils reviennent, les Mets à 3-2. Ils s'en sortent bien, mais ça a été quand même limite. Donc je sais pas trop. C'est une équipe, je pense, qui a les armes pour vraiment faire partie des gros. Hein. Franchement, quand tu vois le line-up, pour moi, c'est une équipe qui doit jouer le top du top dans la National League. Et il y a ce petit truc qui manque à chaque fois. Et moi, ça me fait exactement penser aux Angels. C'est exactement pareil. Et il y a des stars et derrière, ça ne suit pas. Donc, ouais, c'est mal embarqué. Après, c'est pas non plus. C'est pas perdu. Il reste tellement de matchs que voilà. On n'est pas en train de dire que les Phillies sont dans la même situation que les Reds ou les Cubs. Les Cubs, il a placé quand même. Ils sont pas dans cette situation-là. C'est que, en effet, Johan et Nicolas l'ont dit, ils sont dans une. C'est un peu les montagnes russes. Ils vont enchaîner quelques petites victoires et puis après, ou au moment où on va se dire effectivement, bon ça y est, ils sont lancés, ils vont pouvoir concurrencer les Mets.
et bah, il y a le coup près qui tombe et ça avance pas. Après, effectivement, hier, il joue face aux Mets qui sont sans doute bien partis pour faire une vraie bonne saison cette fois-ci et pas rester 114 jours en tête de leur division pour finalement s'écrouler et terminer 3e. Ils ont l'air d'être bien partis. Donc déjà, tu peux déjà faire quasiment un trait sur la division et donc il faut déjà aller chercher la wildcard. Wildcard, c'est dur. Et là, ça va commencer. Enfin, déjà, quand tu commences à regarder pour ça, tu commences à te battre avec un petit peu de monde quand même. Donc, c'est vrai que c'est pas forcément l'idéal pour les Phillies encore cette année. Il lui reste combien de temps de contrat à notre ami Bryce Harper? Des années. Il lui reste encore beaucoup d'années, il me semble. Hein. Il a signé pour 13 ans. Ouais, il a signé 13 ans. Non, ouais, 13 Oui, ans. donc il doit lui rester 8 ou 9 ans encore. 8 ou 9 Oui. ans. Je me rappelle son premier jour quand il est arrivé, parce que c'était quand qu'ils ont signé en 2019, je crois. Non. Ou 2000. Alors attends, 2019, puisque les Nats gagnent les World Series sans lui, et alors qu'il venait de se barrer. Et oui, et même que pour MLB The Show, ils avaient changé la couverture parce que du Ouais, coup, vite il fait. était avec National. Ouais, c'est ça, c'est 2019. Ouais, 2019. Ouais. Bah, putain, je me rappelle son premier jour. Je crois qu'on était en 2031. dans Alex. Et là, on voit une masse de reporters qui arrivent. On dit, mais qu'est-ce qu'ils font là? Nous, on est en train de s'échauffer, tranquille. On va lancer et après, on va faire l'exercice pendant 3 heures au soleil à cramer comme des idiots. Et le mec arrive. Déjà en minor league, il faut savoir qu'il y a un dress code. Du coup, tous les joueurs doivent être habillés avec un t-shirt rouge, short bleu. Lui, le mec, il est arrivé en tout Under Armour, noir. Déjà, tu peux voir qu'il s'en fout des règles. Le gars passe devant moi, genre vraiment à, je sais pas, genre 5 mètres. J'ai jamais vu des avant-bras aussi. Le mec, quand tu le vois sur la pochette de Jeux Chaud, tu dis, il est en forme. Ah, il est énorme. On s'en rend pas compte à la télé, mais il a des avant-bras, on dirait une jambe. Et après, je crois il a fait un BP dans le stade principal. Il frappait des bombes, c'est même pas, ça sortait juste derrière la clôture, ça sortait du stade. Et derrière le stade, il y a une autoroute. Et je crois c'est dommage. Je suis encore aux autoroutes, moi. Bah ouais, dommage. On lui redemandera l'anecdote sur l'autoroute. Ça fait un peu comme à San Francisco, tu sais, où t'as les mecs qui sont dans l'eau derrière. Ouais, le splash hit. Ouais. C'est génial, c'est la magie du baseball. Soit dit en passant, le stade de San Francisco, il est idéalement bien placé, il est magnifique au niveau des prises de vue. Ouais, c'est vrai que c'est plutôt chouette. Ouais. Effectivement. Alors, 25 ça millions bug un par peu. an. 25 millions par an, nous dit Titi, oui. Bon, ce qui reste quand même très bien. Ouais, ça. Mais il a beaucoup de sponsors, j'avais regardé. J'avais vu le nombre, la part des sponsors dans son salaire global était très très importante. Je crois que c'est celui qui a le plus de contrats de sponsoring de la MLB. Donc il a Under Armour, je crois qu'il a Gatorade, il a plein de sponsors à côté. Alors en plus, c'est dommage parce que c'est la partie maintenant sur Johan qu'on va attaquer. Bonne fille, merci. Ouais, ça lag un petit peu. Bon, en attendant que Johan ne revienne, c'est évidemment au moment où je vais dire ça où Johan va revenir. On peut enchaîner, on dirait du Online sur The Show, oui, c'est un peu ça. On va enchaîner sur vos coups de cœur et vos coups de gueule, messieurs. Ouais. Et à la limite, on terminera avec Johan. Nico, je connais ton coup de gueule. Ouais. Je t'en prie. Il est au maillot, il est où? Ouais, je vais pas essayer de chercher le maillot, j'ai pas envie. Là, c'est les Cubs, voilà. C'était super bien parti. Et là, c'est super mal embarqué. Je ne sais pas comment on peut résumer mieux que ça. Ça frappe pas, c'est n'importe quoi. Stroman, il est même plus là. Smiley, c'est une catastrophe. Le bullpen, c'est une catastrophe. Qu'est-ce que je peux dire? Seiya Suzuki.
Voilà. Ah, j'allais te demander. J'allais dire, quand même. Ouais, Quand même, il y en a un qui est quand même favori pour le rookie de l'année, là, quand même, non? il a frappé contre Scherzer et tout, donc voilà, il y a le petit, il se montre, mais non, après, franchement, c'est une plaie, quoi. J'ai eu le courage la semaine dernière de me lever de nuit pour le regarder. Non, j'arrête. Je regarderai quand il passe moi à 20h et encore, s'il y a Top Chef, je regarderai Top Chef, quoi. Oh non. Bah, tu feras pareil avec les Red Sox, tu verras. On va Étienne à résumé, il regarde aussi, hein, t'inquiète pas. C'est ça. Non, donc voilà, Du- c'est mon gros coup de gueule parce que on partait sur une reconstruction et puis au final, on s'aperçoit qu'une reconstruction de rien du tout. Il y a des joueurs, moi, qui me plaisent là-dedans. Wisdom, moi, ça me plaît beaucoup. Gabo Rivas, bon, il fait le taf. Après, j'ai un peu les boules parce que à l'intersaison, on voit que les Cubs, ils étaient sur Rizzo et puis qu'au final, on se retrouve avec Rivas ou je sais pas comment, Schwindel, ou je sais pas comment on prononce son nom, c'est imprononçable d'ailleurs. Et on se retrouve avec ça. Alors, quand on voit le rendement de Rizzo, on se dit, voilà, on est passé à côté de quelque chose. Il n'y a rien, une reconstruction de rien du tout. On a fait venir Suzuki. Alors, ça, c'est une bonne pioche. Mais derrière, il n'y a pas de renfort sur les lanceurs, pas de renfort dans le bullpen. Les joueurs de champ, voilà quoi. Yann Happ il fait des bonnes choses. Patrick Wisdom, Suzuki, mais après, c'est trop irrégulier. Alors bon, du coup, c'est un peu une plaie, quoi. Ça va être très long. Vivement Vivement le mois de novembre. vivement Vivement avril 2023. Ah ouais. Et encore, je sais même pas. Ton coup de gueule, Jérémy. Mon coup de gueule à moi? Oui, je sais que c'est les Red Nico, Sox, c'est les Cubs. Ben moi, c'est mon équipe, c'est les Sox, hein, les Red Sox. Hein. Pourquoi? Parce que on n'arrive pas à concrétiser depuis le début de l'année. Certes, youpi, on a notre 10e victoire, d'accord, comparé aux autres équipes, mais derrière, on n'a pas le standing qu'on a connu en fin de saison dernière. Alors certes, ok, certains pourront dire que c'est un coup de chance de l'équipe, mais bon, franchement, avec le bullpen qu'on a, qui est, allez, à peu près stable l'année dernière, et là, cette année, on avait une bonne équipe d'attaque, même en défense. Et ben là, on voit que cette année, ça coule. On a notre 5e défaite d'affilée. On se prend une correction contre. Alors, on va commencer. Hein, les Orioles. Donc, moi, je les aime bien, hein, les Baltimore Orioles. Il n'y a pas de problème. Hein. On perd 9-5 sur le dernier match. Pareil, là, les Angels, ils nous mettent un 8-0. Derrière, on se prend un 10-5 aussi. Les White Sox, pardon. On arrive, on se fait remonter, pareil, si on gagne 2-0, on arrive à 2-2 à la fin et finalement on perd 4-2. Pareil, là, l'avant-dernier match, on va jusqu'en 10e manche avec cette règle-là du joueur en seconde base. Du coup, on se prend 2 runs dans la 10e manche. Hier, pareil, on est mené 3-0, on arrive à revenir à 2-3, mais on concrétise pas. Les joueurs en attaque qui sont trop impatients. On a Verdugo qui parfois arrive à frapper. Et là, il voulait frapper toutes les balles hier. On ne savait pas pourquoi. Franchement, c'était incroyable. Alors au niveau du bullpen, je pourrais vous dire pareil, c'est autant on a des starters qui font des très bons coups d'éclat, des très bons matchs. Et au niveau des releveurs, c'est là où ça pêche. Et puis d'un coup, on a d'autres matchs où les starters, ils sont très mauvais et les releveurs arrivent à relever un petit peu. Et le closing, on fait jouer Matt Barnes, on fait jouer Ansel Robles, on fait jouer un peu n'importe qui. Pourvu que l'hémorragie cesse, on va dire, dans les défaites. Et franchement, c'est pas digne des Red Sox, pas digne de Boston, sachant que le public de Boston est assez particulier. Donc, il risque de s'énerver de plus en plus. Et moi, pour moi, c'est mon coup de gueule de la semaine parce qu'on n'arrive pas à concrétiser, on n'arrive pas à stabiliser. Voilà. Johan est de retour. Donc, on va en profiter tant qu'on l'a. On veut la fin de l'anecdote sur les balles qui a atterri sur l'autoroute de Bryce Harper. Ah. On était tenus en haleine. Ok, du coup, il y a un stade, là c'est la clôture. La clôture est déjà assez haute. Et là, en gros, ça monte un peu et il y a de l'herbe où les gens peuvent s'asseoir dans le club de sprint training et dans le stade de sprint training. Et là, il y a, comment dire, un sidewalk, c'est
un trottoir où les gens peuvent juste marcher tout autour du stade. Et il y a encore de l'herbe, pas mal d'herbe. Et là, il y a une clôture et il y a l'autoroute. Du coup, le mec, espèce de fou furieux, il s'est chauffé, il a mis un swing dans la balle est partie. J'ai cru qu'elle a touché la lune. Elle a atterri sur le béton. Et après, ça rebondit tellement fort qu'elle a atterri sur l'autoroute. Après, pour la mettre sur l'autoroute d'un trait, là, il y a un problème. Mais il a vraiment... C'était incroyable. Et le pire, c'est qu'on dirait qu'il savait qu'il allait frapper une bombe. C'est juste qu'il s'est mis comme ça. Il a swingé. Et à partir du moment où il a touché la balle, il savait qu'elle était partie. Même pas à regarder où il était parti. Oui, il savait. Il n'avait pas besoin. Est-ce que tu as eu l'occasion d'échanger avec lui? Il nous a parlé une fois. C'est pour dire à quel point le mec pèse aussi. C'est qu'il y avait un petit terrain, c'est même pas un terrain, c'est juste un infield. Et nous, les lanceurs, on faisait des PFP défense, tu vois. Quand le frappeur, il frappe la balle sur toi, tu attrapes la balle et tu lances sur première base. Et le mec est arrivé, il a fait stopper notre entraînement des joueurs de minor league, juste parce qu'il fallait qu'il s'entraîne, il se prépare, parce vu qu'il avait signé tard, il fallait vraiment qu'il se mette en forme pour la saison. Du coup, il n'avait pas tellement de temps. Du coup, il faisait le tour des bases. Du coup, nous, on le regardait parce que de toute façon, on n'a rien à faire s'il venait stopper notre entraînement. Du coup, il fait 2 tours de base, il nous regarde, il fait « Ah, merci les mecs !» Et il se barre. Incroyable. Voilà, c'est ça. Mais après, si tu veux échanger avec lui, faut que tu joues dans le même match que lui ou des trucs comme ça. Mais ça m'est jamais arrivé à moi. Mais je connais certains de mes coéquipiers qui étaient dans mon équipe qui ont joué avec lui. Et apparemment, c'est un bon gars. Après, il y a une tonne de mythes qui disent que ouais, les stars sont pas vraiment de bonnes personnes. Bon, certains joueurs sont vraiment des idiots finis, je dirais. Mais lui, assez cool. Vraiment, le gars, pas mal respectueux. Il pourrait se la péter autant qu'il veut parce qu'il c'est bon, il a assez d'argent pour faire ce qu'il veut. Mais non, il est quand même assez cool. Assez bon mec. Voilà. Nico, c'est ton moment maintenant. C'est à toi. Vas-y, il faut y aller, Nico. Vas-y, c'est maintenant. Je sais que tu as posé déjà 25 milliards de questions à Johan bien avant, que tu as sans doute dû le saouler pendant des heures. Non, moi j'aime bien. J'ai une tonne d'histoires pourries à raconter, vraiment. Ah, mais alors, franchement, on est preneur. On est preneur. Non, plus sérieusement, vas-y, Nico. Interview, mais pas loin quoi, pendant ce live. Non, mais après, chacun pose les questions qu'il veut. Moi, j'avais une petite question, c'est quand tu as signé chez les Phillies, tu t'es dit quoi dans ta tête? Ça y est, j'y suis presque, ou est-ce que tu t'es dit c'est juste une étape de franchie, il faut que je travaille encore plus? C'était quoi ton ressenti quand tu as signé? Mon ressenti quand j'ai signé, déjà ma signature était assez bizarre parce que le scout qui m'a signé n'avait pas... Il était très vieux. Oh non. Quelle histoire, t'es vieux et aveugle. Il va vouloir me tuer. Non, il n'est pas très vieux, mais genre 70 ans vraiment. Et il me fait signer mon contrat à Toulouse au pôle. Je le signe, mes parents viennent, tout ça. Déjà ma mère elle était pas prête, elle était en train de pleurer tout le long. Voilà. Et quoi d'autre? Il m'a fait signer mon contrat, mais en fait, j'ai signé mon contrat 4 ou 5 fois. Ce qu'il avait oublié, qu'en gros, il fallait qu'il y ait un notaire à côté de moi pour notariser le truc. Du coup, j'ai signé 4 fois à Toulouse. Je suis retourné à Montpellier chez moi. Il m'appelle, il fait « Ah, faut que tu ailles voir un notaire chez toi. J'ai oublié, tu as besoin d'un notaire, je sais pas quoi. » Du coup, mes parents en urgence, ils essayent de trouver un notaire. Ils trouvent un notaire juste de l'autre côté, à côté de chez moi, quoi. Du coup, on fait ça. Après, j'ai signé. Du coup, cette expérience, c'était un peu chelou parce qu'en vrai, ça m'a pris 4 jours à signer. Alors que j'ai signé le contrat 750 fois, c'était bizarre. Et après, ça m'a pris 1 mois et demi pour enfin avoir un visa pour venir aux États-Unis. Et après, je suis arrivé aux États-Unis. Et le premier jour où tu arrives dans le locker ou dans le vestiaire où il y a tous les joueurs, ils te regardent. En gros, c'est un peu comme en prison. En vrai, je rigole même pas. Tout le monde te regarde, genre, c'était qui, toi? Qu'est-ce que tu veux? Et du coup, à ce moment-là, tu te dis, bon, c'est cool. Et j'avais 17 ans. Hein, j'avais 17 ans. Je crois que j'étais le plus jeune dans tout le vestiaire à ce moment-là, un des plus jeunes. Anecdote aussi, le mec qui était juste à côté de moi, mon voisin de vestiaire, c'était Sixto Sanchez.
Ah, Voilà. Ok. carrément. Et l'anecdote encore plus drôle, il sortait de la douche. Du coup, le gars, il était à Walpé. Il n'y en a rien à faire. T'es qui toi? T'es nouveau? Ouais, je suis nouveau. Moi, déjà parce que c'était notre premier prospect, genre pour les Phillies, juste avant qu'ils se fassent trade pour Real Muto et tout ça. Et j'avais vu un bullpen et le mec il était là. Je venais juste d'arriver, tu vois. C'était peut-être ma première semaine. Il était sur la liste des blessés. Il fait un bullpen, il dit ouais, j'ai un peu mal au bras. Vraiment, mon bras, il sent pas bien. Il est en C98 pendant le bullpen. 98 pendant le bullpen. Le Ah, mec mon va bras, pas bien. trop bien là. Hein. Je sais vraiment pas comment ça. 98. Lui, vraiment, c'était le seul. Il pouvait arriver en retard. Il y a des jours, il se garait à la place du coach. Il n'y a personne qui fait ça. Hein, vraiment. C'est un truc à pas faire. Se garer à la place du coach. Il y a marqué son nom. Il y a marqué le nom, coach, tout ça. Ne pas se garer ici. Il se garait ici quand même. Il arrivait en retard. Il n'y a rien à faire. Mais c'était incroyable à quel point le mec était bon. Vraiment. Je crois que c'était naturel. Il n'y avait même pas besoin de s'entraîner pour être bon. Juste, il faisait 2 ronds de bras comme ça. Ah, ça va pas super. 98. Voilà. Et après, la semaine d'après, j'ai eu mon premier live. C'est même pas un match, c'est juste un live sur les terrains. T'as un catcheur, il y a la tortue là, l'espèce de truc derrière le marbre là. Et je sais pas contre qui j'avais un live, jusqu'à ce moment-là où je vois Wilson Ramos qui arrive. Et il est All-Star. C'est l'année juste après qu'il soit All-Star. Et j'ai 17 ans, je venais à peine à avoir 18 ans, je crois, à peine vraiment. Et je regarde, je vais lancer contre lui là-bas là. Et je dis ouais. Et son surnom c'est le buffle, parce qu'il est énorme. Et d'ailleurs, il a un buffle tatoué sur les avant-bras. Ses avant-bras font. Vraiment, ses avant-bras, on dirait 2 battes. La Et taille d'un molly. pas mal. Et là, il y a un autre mec qui arrive, et c'est Pedro Florimon. Lui, il est moins connu, mais il a joué quand même 6 ans Major League. Du coup, premier live contre 2 Major Leaguers. Et je m'en suis bien sorti, bien lancé, tout ça. J'étais, ah putain, j'ai bien lancé contre eux, c'est super. Juste au moment où Wilson Ramos, je lançais pas, il lançait pas aussi fort à l'époque. Peut-être une cutter à l'extérieur. Il a fait comme ça, il a frappé un double à la clôture. Ah non. Oh, encore. Putain, pardon. Encore une histoire de clôture. Arrête de dire mot clôture, ça. Faut éviter le mot clôture. Ok. On va faire les coups de cœur. Parfait. Parfait. Coup Eh de ben, cœur de allez. Charles. Coup de gueule de Charles. Alors, mon coup de gueule, c'est pas très original parce que c'est les arbitres qui Ouais. et notamment ce qui s'est passé avec Adam Wainwright, que je trouve purement scandaleux, qu'on les vérifie, qu'on voit s'ils n'ont pas des substances, etc. Ouais. Très bien. L'année dernière, je me souviens, ça avait donné lieu à des scènes très drôles avec des mecs qui retiraient les ceintures et baissaient les frocs. Franchement, c'était très drôle. Là, quand tu vois comment le lanceur des Marlins a été vérifié et comment Wainwright a été vérifié, tu dis pas foutage de gueule entre les deux. Donc, gros coup de gueule. Je sais pas, est-ce que c'est parce qu'ils sentent que les robots vont arriver, mais franchement, c'est pas à leur honneur de faire ce genre de choses. Et Wainwright a eu, je pense, quoi qu'il arrive quand même. Il ne faudrait pas dire ça. L'arbitre a toujours raison, etc. Il a eu raison de lui mettre ce qu'il a mis derrière, largement. Mon coup de cœur. Comme ça, après, on enchaîne sur les vôtres. Et en fait, je vais redonner la parole à Johan parce que Il est de retour. il est de retour. Et ben en fait, non. Donc, mon coup de cœur. Mon coup de cœur, on en a parlé tout à l'heure. Je vais parler de mon équipe du coup parce que j'en suis plutôt content. Et en particulier de Nelson Cortés. Les Yankees ont toujours eu des problèmes de blessures, des problèmes. Et ben, on en saura un peu plus tard sur Nelson Cortés. Ouais. Johan, il faut que tu arrêtes de parler de clôture parce que c'est au moment où tu parles de clôture que ça coupe. Oh non, mais c'est incroyable. Vous m'entendez là?
Ouais, On nickel. t'entend ouais. super bien. On Et t'entend super bien. Oui, c'est que le pire, c'est mon père, son métier, c'est de faire des clôtures. Et ça, c'est pas une blague. Vraiment. Non, mais il y a des choses qui s'expliquent. Il y a des choses qui ne s'expliquent pas. Il y a des choses qui Ah ne ouais. s'expliquent C'est des signes. J'étais destiné pas. à prendre des clôtures, en fait. Incroyable. Ah ouais. Ça, c'était le début. Pour revenir où on était, c'était le début. Ça, c'était vraiment tout le début où tu commences à t'habituer à être aux États-Unis tout seul. Surtout à 17 ans. Ah ouais, mais ça, c'était le début. J'ai rien compris encore. On va dire, j'étais innocent. Hein. Après, 2019, j'arrive et là, c'est mal passé, entre guillemets, parce que Spring Training se passe bien. Et après, mon bras, là, j'ai eu besoin d'avoir une opération sur mon coude. Et là, c'était un peu moyen cette année-là. Après, tout s'est arrangé. Allez. Mais l'opération, quand tu es tout seul, tout ça, c'était compliqué parce que tu comprends pas trop ce qui se passe. J'ai eu de la chance que j'avais un bon anglais, que je m'étais entraîné en anglais parce que si je comprenais rien, ça aurait été encore plus compliqué. Je me rappelle, un de mes coéquipiers était russe et lui, il avait un traducteur avec lui, un espèce de fou furieux. Le traducteur, je ne sais pas où l'en trouver, mais vraiment, ça doit être un mafieux russe, je pense. Mais vraiment des histoires à chaque fois, c'était incroyable. Et moi, il m'a demandé, t'as besoin d'un traducteur? Je fais non, c'est bon, sinon je vais rien comprendre. Du coup, j'ai tout fait en anglais. Ça s'est bien passé. Bravo. Bravo. Dans le chat, on nous demande si tu es passé par la case college. Non. Du tout. T'es passé directement du pôle France Ouais. aux États-Unis et aux États-Unis directement. J'avoue, 17 ans, c'est quand même compliqué. Comment tes coéquipiers? Alors, tu nous disais, c'est un peu comme quand on te regarde en prison en mode t'es qui, qu'est-ce que tu veux. Est-ce que le fait que tu sois français a eu, je sais pas, est-ce que ça a eu un impact positif? Est-ce que ça a eu un impact négatif? Est-ce que tu n'étais pas un peu genre la petite surprise en mode mais vous jouez au baseball en France? Exactement. Ouais. Bah, en vrai, ça a un impact négatif. Ça, c'est une vérité à dire. C'est que si tu es français et que tu veux percer aux États-Unis, ça va être 4 fois plus dur qu'un Américain. Parce que déjà, le pays est comme ça. Ils sont super patriotes. Du coup, ils vont mettre les Américains en premier dans tous les cas. Il n'y a pas à chercher à savoir. Après, il va falloir se prouver. Hein. Surtout que quand je suis arrivé aux États-Unis, j'avais 17 ans, j'étais très grand. Bon, je suis toujours grand d'ailleurs, je vais pas rétrécir, mais j'étais super maigre. Et ça, direct, ils m'ont dit, ouais, il va falloir que tu grossisses. Et je me rappelle juste, juste les quantités de nourriture qu'on avait. Je pense mon premier mois, j'ai dû prendre 15 kilos, je crois. Oh. Devenu super. Et j'étais pas gras. Juste, c'était la première fois de ma vie où j'avais autant à manger. Et j'ai pas besoin de payer. D'ailleurs, tout était gratuit. Du coup, je m'empiffrais comme un ouf. Et ils étaient super contents que je sois arrivé à prendre du poids. Et ça, c'était mon premier. Ça, c'était le truc d'être français aussi. C'est les Français, vous êtes un peu plus petits que les Américains. Parce que tu regardes des Américains à notre Oui. âge. Oui, ils sont souvent plus grands déjà. Mais en vrai, après, j'ai vite compris pourquoi c'était plus gros. Là, j'ai commencé à comprendre que même au lycée, là-bas, enfin ici, ils sont déjà sur certains trucs que nous, en France, c'est interdit. Et là, je me suis compris que j'ai vite compris que c'était autre chose et qu'il va falloir travailler beaucoup plus dur que les autres. Que je pouvais pas regarder les autres. Je vais faire pareil. Non, il fallait que je réfléchisse de moi-même pour savoir que j'étais dans une situation différente que les autres et que fallait que je travaille bien plus dur que les autres. Que ça servait à rien que je regarde un Dominicain. Ah mais regarde, lui il fait ça. Pourquoi je ferais pas pareil? Les Dominicains, ils sont habitués à avoir des Dominicains. Ils savent comment gérer les Dominicains, tout ça. Euh, les Dominicains, ils m'ont dit, tu viens d'où? Parce que j'ai eu la chance aussi à l'école, j'apprenais bien, du coup, je parle espagnol aussi. Et je leur dis, je viens de France. Ils m'ont dit, c'est où? Ils ne savaient pas où. Oh mon dieu. Il y a plus de géographie. Et surtout, les Américains, bon, les Américains ne sont pas bien plus intelligents, mais ils ont sorti quoi? Il y en a un, il m'a sorti, oh, mais la Tour Eiffel, c'est pas en France, c'est à Las Vegas. Voilà, c'est à ce moment-là, j'ai compris que dans un pays différent
et qui comprenaient rien du tout d'où je venais. Que pour eux, déjà, c'était pas possible. T'es français, du coup, tu viens de Paris. Non, je viens de Montpellier, du sud de la France. Mais ça existe, ça? Non, c'est impossible. C'était un dialogue de sourds, ils comprenaient rien. Du coup, j'ai dû, entre autres, faire oublier les gens que j'étais français. Il a fallu que j'apprenne mon anglais parfaitement, que j'efface mon accent au maximum, que quand même je sois fier d'être français, que je leur dire que je suis français. Mais par exemple, je pouvais pas parler anglais avec un accent vraiment horrible. Ouais, Méditerranéen, Le- ouais, genre, l'accent avec typique français. l'accent du Pays d'Oc, c'est compliqué, quoi. ouais, Et peut-être ouais. peut-être que Étienne, il est dominicain finalement, vu qu'il aime pas les gens Oui, du c'est sud. ça. Ça doit être ça. Ça doit être ça. Est-ce que les coachs ont fait aussi ressentir ça ou c'était, est-ce que c'était explicite ou est-ce que c'était vraiment induit parce qu'ils te demandaient plus par rapport à tel ou tel lanceur qui était soit dominicain, soit américain? Très honnêtement, les Phillies, avec eux, j'ai pas appris grand-chose. Tout Ah, mais, Ouais. Et puis on arrive à la fin de l'émission en plus, il va falloir qu'on rende le Encore le- clôture. ok. Oui. Ouais, Et Cédric, pourtant, le mot bravo. clôture n'a pas été prononcé. Bon. Ah, c'est dommage parce que c'est vrai qu'en plus, là, l'émission pourrait durer 2 heures parce que je pense qu'on Bah a ouais. tous Ah, 25 carrément. milliards de Ouais, j'avais des questions à lui questions, ouais, poser pareil. par rapport C'est à, ça. par rapport à tout ça. D'ailleurs, je tiens à préciser que d'ici peu, alors pas aujourd'hui, mais dans les jours, semaines à venir, on aura l'interview d'un autre Français. Alors, ce ne sera pas dans First Speech, ce sera une interview à part, d'un autre Français qui évolue en NCAA du côté d'Arizona. Mathias Lacombe qu'on a déjà eu en interview et qu'on aura de nouveau d'ici peu. Faut juste gérer les 9 heures de décalage horaire avec l'Arizona. Il vient de m'envoyer un message, il m'a dit j'ai pas dit clôture. Super, j'adore. Je valide. Je valide complètement. Je valide complètement. Et alors, il joue toujours en minor league. A priori, oui, puisqu'il est toujours c'est en Double A. A+, Ouais, qu'il est maintenant, parce que les noms ont changé. Il me semble que c'est ça. Alors, du coup, rapidement, parce qu'en plus, le problème, c'est qu'on va falloir qu'on rende l'antenne. Donc, moi, c'était Cortés. Génial. Il va apporter vachement au bullpen. Enfin, il va vraiment apporter à la rotation des Yankees parce qu'ils en ont besoin, parce qu'il faut autre chose que Gerrit Cole, qui va mieux. Après un départ précisé, oui, il va mieux, ouais. catastrophique, il va beaucoup mieux. Il a fait une très bonne sortie hier. Pas suffisant pour que les Yankees gagnent, mais c'était plutôt très bon. Nico? Moi, c'est la petite image du fan là, des Blue Jays qui donne la balle du home run Ah, tu me l'as des piqué. Jets. Ah, Ah, j'adore, Ah, tu me excuse, l'as ouais, piqué. j'adore. ça, ouais. Bon, bah, c'est notre coup de cœur avec Ouais. Jérémy. C'est Tellement votre coup de représentatif cœur. de C'est ça. notre sport en fait, parce que du coup, c'est aussi grâce à ces choses-là que je suis tombé amoureux de ce sport. C'est qu'il n'y a pas cette haine entre supporters. Bon, il y a des rivalités, voilà. Oui, c'est normal. Comme l'a dit Johan tout à l'heure, il y a des fans qui sont un peu excessifs. Mais dans l'ensemble, c'est tellement bon enfant. Et moi, voir le gosse voilà, tellement heureux d'avoir une balle de son joueur préféré. Après tout ce qui a suivi derrière, c'est-à-dire qu'il a été revoir Judge dans le dugout, après il a assisté au match suivant, il a été invité et tout. Enfin, voilà, c'est tout ce truc autour d'un petit événement au final, parce que bon, ça arrive c'est super commun qu'un fan récupère une balle, mais ça prend des proportions tellement géniales. Il a été interviewé par la télévision américaine. Enfin, tout ça, c'est vraiment représentatif du sport et moi, c'est mon petit coup de cœur. Ouais. Et du coup, c'est déjà mis. Désolé. Ouais, bah écoute, c'est typiquement américain. De toute façon, on les voit dans les audities de MLB. Hein, putain, le public, c'est fou, quoi. Et puis ce qu'ils font derrière, bah, c'est-à-dire ils invitent les deux protagonistes, ils leur donnent des cadeaux, enfin, rencontres et tout, c'est incroyable. C'est absolument génial, effectivement. Johan semble de retour, même s'il est un petit peu figé. Tu n'as pas dit clôture. Pourtant, ça n'a pas fonctionné. Je vais avoir un peu de boulot pour monter le podcast demain matin. Je vais avoir un peu de boulot. Ça me permettra de réécouter parce que franchement, c'était vraiment super. Bah voilà, le Pollandais qui nous dit quand je suis allé au City Field, un gars sort du dugout avec une balle, passe à côté de la tribune et la donne à mon fils de 5 ans. Super souvenir. Tu m'étonnes. Bah ouais, c'est ça, Effectivement, c'est la magie en fait. effectivement. C'est la magie de ce sport.
Bon, je pense qu'on n'aura pas, Johan, de nouveau. C'est dommage parce qu'on avait encore plein de choses, plein de choses à lui demander sur son actu, etc. On essaiera de le revoir une prochaine fois. Bien entendu, la saison est encore longue et puis ça se trouve les Phillies seront au World Series. On n'en sait rien. Merci Nico, merci Jérémy, et puis on remercie Johan d'être passé, de nous avoir parlé de toutes ces petites anecdotes du côté des Phillies avec Bryce Harper, Sixto Sanchez et tous les autres. Et on retiendra que du coup, effectivement, on fera une spéciale avec lui quand il y aura une autre collection. Exactement, on fera une spéciale, on parlera que de lui, comme ça on se mettra très très bien. Jérémy, désolé, du coup on va passer MLB de show. Tu feras un gros truc la semaine prochaine. T'inquiète, ok, ça marche. ok. Oui, t'en fais pas. Allez y jouer, c'est génial, c'est le meilleur jeu du monde. Voilà. C'est le meilleur jeu de sport qui puisse exister. Merci Sony. Mais merci à tous ceux qui étaient dans le chat, Delmas, le Pollandais. Merci à vous tous de nous avoir à nouveau suivis. Et on se retrouve très rapidement la semaine prochaine, même jour, même heure, pour un nouveau First Pitch. À bientôt. Ciao. Ciao.